Ici, c'est l'exposé sur Typest, qui est notamment une alternative à LaTeX. Je vous mets tout de suite, si vous voulez jouer avec votre ordinateur pendant que je parle, vous pouvez cloner ce dépôt où il y a tous les fichiers que je vais montrer, y compris le fichier de la présentation. Pendant que vous faites ça, une présentation très rapide. Je m'appelle Patrick Massot, je suis mathématicien, je travaille à l'université Paris-Saclay en région parisienne. Et je n'ai absolument rien à voir avec le développement de Typest. Je suis mainteneur d'un certain nombre de projets open source, mais pas celui-là. Et je ne suis même pas vraiment un expert en Typest. J'utilise Typest depuis moins d'1 an. Mais quand j'ai pensé à qu'est-ce que je pourrais raconter sur des projets de logiciels libres cool au Capitole du Libre en 2025, ça m'a quand même frappé qu'il fallait que vous soyez au courant de l'existence de Typest et que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc qu'est-ce que c'est? D'abord, très rapidement, pour rappeler le contexte, vous avez la dichotomie entre les traitements de texte, WYSIWYG, what you see is what you get, comme LibreOffice, on tape quelque chose, on voit en direct le rendu, et les compilateurs de texte, faute d'un meilleur mot, what you see is what you mean, où là on décrit ce qu'on veut, et ensuite il y a un programme qui transforme ça en document final. Et donc là c'est des programmes, mais c'est aussi des langages d'expression de ces textes, comme LaTeX, Markdown, AsciiDoc, Restructure Text et tous ces copains. Et les avantages majeurs de la seconde version, c'est d'abord qu'il n'y a pas de secret, tout est reproductible, il ne faut pas savoir dans quelle suite de clics on a fait dans l'interface de LibreOffice par exemple. Et moi j'ai pu tester avec des collégiennes qui préparent un exposé, d'abord essayer de faire l'exposé avec LibreOffice présentation, je ne sais même plus comment ça s'appelle, j'utilise jamais ça, enfin, le truc pour faire la présentation, Impress. Et donc c'est pas pour... Non, moi c'est pas pour... Je veux pas dire que c'est l'enfer, mais j'ai constaté que, parce que moi je sais pas m'en servir, mais surtout que je savais pas communiquer à des enfants ce qu'il fallait faire parce que je pouvais pas leur faire un exemple de présentation et leur dire voilà tu modifies ça parce qu'il y avait des clics à faire que je pouvais pas documenter alors que là je leur disais tout était dans le fichier source quoi. Et donc en particulier ce fichier source vous pouvez l'utiliser avec un vrai éditeur donc moi je suis pas du tout rigide sur ces histoires-là, hein, que ce soit NeoVim, Helix, Kakoun, n'importe quel vrai éditeur fait l'affaire. Et c'est bien plus flexible et facile à automatiser un compilateur de texte qu'un traitement de texte. Donc Typest, c'est un compilateur de texte, donc une création de documents WYSIWYG, et qui est une alternative à la fois à des formats légers comme Markdown et au format lourd qui serait LaTeX à l'extrême inverse. Et ça a été lancé par deux Allemands, Lorenz Medier et Martin Haug, en 2022. Donc c'est un projet vraiment très très jeune, enfin en tout cas de mon point de vue vieux, c'est très jeune. Et c'est un projet écrit en Rust, qui est un compilateur qui est open source, en logiciel avec une licence Apache 2. Et ils ont aussi une partie propriétaire à leur travail, dont je ne vais pas parler parce que c'est pas le sujet du week-end. Pour l'intégration avec les éditeurs, il y a quelqu'un dont le surnom GitHub, mais qui demande à ce qu'on utilise ça, et Myriam Dremin, quelqu'un en Chine, je ne sais pas qui c'est, mais qui a écrit un serveur LSP donc pour la communication avec les éditeurs qu'on va utiliser tout le temps. Donc les avantages majeurs, c'est le langage de balisage léger à la Markdown. Donc pour faire un document simple, c'est pas plus compliqué qu'un document Markdown. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, on va le voir dès le transparent d'après. Et par-dessus ça, il y a un langage de programmation intégré pour faire des choses plus avancées, qui est un langage de programmation, pas un langage d'expansion de macros comme Tech. Tech qui est quelque chose de fantastique évidemment, hein, mais là on essaye de voir ce qu'on peut faire d'encore mieux en 2022 puis 2025. Et un langage de programmation intégré qui est compréhensible, qui est pas ésotérique. Des messages d'erreur qui sont compréhensibles aussi, donc si j'y pense de temps en temps, j'essaierai d'intégrer des erreurs dans mes exemples, mais sinon réclamez, quand vous vous ennuyez pendant l'exposé, faites une erreur dans le fichier pour qu'on voit quel est le message d'erreur. C'est petit, le téléchargement de ces 40 mégas, donc TechLive c'est 1 giga et quelques, Type c'était 40 mégas, ça va vite, et c'est très bon aussi en introspection, automatisation, on verra ça un tout petit peu si j'ai le temps, à la fin. Mais j'insiste sur ce point crucial, c'est vraiment le même
le même logiciel qui permet d'aller du très simple au très compliqué. Il n'y a pas cet effet où vous vous dites je vais programmer un petit truc vite fait, je vais faire un script bash, et puis ensuite, une heure après, vous regrettez de ne pas avoir commencé avec Python et il faut tout remettre à la poubelle parce que finalement, c'était pas si simple que ça. Là, vous pouvez commencer avec un document dont vous pensez que c'est du jetable et que vous allez juste écrire 10 lignes pour vous souvenir d'un truc, et à la fin, ça devient un bouquin de 500 pages et vous n'avez pas changé d'outil. L'utilisation de base, à quoi ça ressemble? Le balisage léger, c'est ça. Donc la syntaxe est, là vous allez dire c'est plutôt du ASCII-doc que du Markdown, ça veut dire que c'est un titre de niveau 1, le égal au début de la ligne, égal c'est un titre de niveau 2, là on voit une liste avec un mot sur lequel on insiste, un mot sur lequel on insiste beaucoup, et on va regarder ce que ça donne dans un éditeur de texte. Voilà ce que ça donne, sur cet écran tout petit, mais on voit le texte à gauche, et le rendu qui est ici en prévisualisation dans un navigateur web, mais là je sais pas comment, je vais peut-être faire comme ça, pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà les titres, les sous-titres, insister un petit peu, ça va être en italique, beaucoup en gras, une liste, une sous-liste, un bloc de code avec, donc, qui n'est pas interprété, pour montrer quel était le code source de ça, ou bien des maths. Et les maths, elles sont écrites ici. Alors du coup, comment je peux faire pour qu'on arrive à... Oui, je vais montrer un peu côte à côte. Donc les maths, ça ressemble de très loin à du tech, mais vous noterez l'absence de backslash devant les mots-clés, et je vais revenir là-dessus juste après. Et ça, c'est un exemple de table. Alors évidemment, là, on peut dire que c'est déjà plus si simple que ça, mais voilà, comment faire un tableau dans ce langage. Ensuite, je vais revenir à mon... Donc un petit avertissement, le mode math est basé massivement sur le caractère espace. C'est ça qui leur permet de se débarrasser du backslash. Mais du coup, si vous voulez réviser vos maths de collège et écrire A plus B au carré égale A carré plus B carré plus 2AB, il faut une espace entre A et B, sinon le compilateur se plaint. Voilà d'ailleurs un bon exemple de, regardons un message d'erreur dans le compilateur. Là je ne l'ai pas écrit, mais si j'écris AB ici, on va voir le message d'erreur qui apparaît, et le message d'erreur ici c'est unknown variable AB, mais il y a aussi une indication, donc ils sont bien conscients que c'est un piège. Donc il y a écrit « If you meant to display multiple letters, try adding space. If you meant to display this as text, try placing it in quotes. » Donc là, il y a quand même des explications sur comment réparer le problème. Bon, cette histoire d'espace en mode maths, c'est pas le truc dont je suis le plus fan dans Typest, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut, qui marche finalement. Alors au-delà du balisage léger, vous pouvez appeler des fonctions, par exemple pour insérer une image, parce que vous avez besoin de montrer le clavier Quaken que vous pouvez voir dans le village des associations, ne ratez pas le stand clavier rigolo et ergol. Et donc voilà, pour insérer une image, on écrit dièse image, et puis le nom de l'image, ça crée une image. Si on veut faire quelque chose de plus compliqué, ma foi, il faut écrire plus de code, il n'y a pas de miracle. Donc voilà un petit diagramme commutatif, je sais pas, j'ai pris ça un peu au hasard dans mes notes de cours. C'est un bout de la démonstration de la propriété universelle de l'unité dans une adjonction, je pense. Mais là, en tout cas, voilà, il y a du code à écrire plus compliqué, si on veut faire des choses plus compliquées. Un point très important, l'accessibilité. Par défaut, Typest génère des PDF balisés, donc des tags PDF, des PDF qui ont le texte facile à extraire par un lecteur d'écran, par exemple, donc, si vous avez une plage braille ou quelque chose qui lit le texte pour vous. La structure du document, quand il y a un titre, si vous ne faites pas les cons à écrire mets-le en gras, mais bien ceci est un titre de niveau 1, le truc est marqué dans le PDF comme étant un titre, et c'est une information qui est accessible pour les gens qui ne voient pas directement l'affichage. Et donc là, très récemment, il y a la dernière version de Typest qui est sortie il y a 2 semaines, un truc comme ça, donc par défaut fait du PDF U11, donc Universal Access niveau 1, et ils sont en train de travailler sur le niveau 2, en particulier, ça inclut le support pour l'accessibilité des formules de maths si vous faites des maths. Alors dans Typest, il y a déjà beaucoup de choses qui sont là par défaut, et souvent les gens se demandent quel paquet il faut que j'importe pour faire tel truc, et la réponse c'est il n'y a pas de paquet à importer, Typest le fait déjà, mais malgré tout, l'équipe de développeurs de Typest ne peut pas se concentrer sur tout à la fois.
Donc il y a un dépôt de paquets d'extensions centralisé qui s'appelle Types Universe. Donc vous pouvez aller sur le site web, il y a une jolie présentation agréable des paquets, vous pouvez chercher des paquets, et par exemple, si vous avez envie de faire des jolis énoncés de théorèmes, vous voulez importer le paquet qui s'appelle C-Theorems, et vous écrivez cette ligne en haut de votre fichier Types, et c'est tout. À la première compilation du document, et il faut être en ligne, il faut avoir accès à Internet, le compilateur va chercher ce C-Theorem sur le web, sur ce site web, le télécharge, le met planqué dans votre home, dans le répertoire .cache types, et ensuite vous pouvez continuer à bosser hors ligne avec, et c'est tout. Et j'ai vérifié ce matin, mon répertoire .cache types, il fait 4 mégas 5. Donc c'est pas comme si il y avait les 40 mégas dont j'ai parlé tout à l'heure, et après, au fait, il télécharge automatiquement 1 giga, quoi. Non, ça reste vraiment un truc petit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces paquets? Par exemple, une présentation, la présentation que vous êtes en train de regarder, elle est écrite en Types, alors il y a plusieurs paquets concurrents, voilà, celui que j'utilise s'appelle Tuying, c'est le truc le plus standard, et donc si vous avez cloné le dépôt Git, ou si vous le faites plus tard, vous pouvez regarder aussi mon fichier exposé.type, et vous verrez complètement comment c'est fait du début à la fin. Il y a un paquet qui s'appelle Lilac, qui est un paquet de visualisation scientifique. Là, c'est quelques exemples de paquets rigolos. Donc voilà, un graphe avec des barres d'erreur. J'ai pris, donc bien sûr, ça c'est extrait de la documentation du paquet. Sets, c'est l'analogue de Tix, si les gens connaissent Tix. Alors quand je dis analogue, hein, ça veut, on parle quand même d'un truc qui a commencé en 2022, donc si vous posez la question est-ce que Sets c'est aussi puissant que Tix, la réponse c'est sans doute non, mais voilà, donc ça c'est le premier diagramme qu'il y a dans le tutoriel de Tix qui a été refait du coup par les gens de Sets, donc voilà, pour dessiner des diagrammes. Pour dessiner des diagrammes commutatifs, donc l'analogue de TixCD, c'est un truc qui s'appelle Fletcher. Fletcher, c'est les gens qui fabriquent des flèches en anglais. Je ne sais même pas comment on dit ça en français. Voilà, donc un diagramme commutatif. Et alors évidemment, pour écrire ça dans le fichier, c'est bien que si votre éditeur a un bon moteur de snippets, que vous avez bien configuré les types de diagrammes les plus courants, ou bien vous avez quiver.app. Voilà. Mais si vous ne connaissez pas quiver.app, vous n'êtes sans doute pas intéressé par ce slide, donc je passe. Donc voilà, ça j'ai couvert vraiment l'utilisation basique de ce qu'on peut faire avec Types. Maintenant, essayons d'aller un tout petit peu plus loin. Par exemple, simplement, je voudrais changer la police de caractères ou la numérotation des sections. Tout à l'heure, mes sections n'étaient pas numérotées, et c'est quand même un peu dommage si je veux y faire référence. Et ce qui se passe, c'est qu'on met des directives comme ça, qui sont, je pense, assez transparentes à lire. Et ici, si je fais, comment j'ai dit qu'il s'appelait ce fichier, demo7. Donc je mets des directives, et l'effet des directives est très local. Si vous mettez juste comme ça, je veux écrire du texte en rouge, c'est limité à ici. Si je veux un effet global jusqu'à la fin du document, je mets cette directive qui dit je veux que ça ressemble à LaTeX, donc je vais mettre computer moderne comme font, comme police de caractère, ou bien je peux créer une portée ici, et donc entre ces deux crochets, le texte sera en rouge, mais quand j'en ressors, on revient en noir. Ici, donc là, vous n'arrivez pas à lire ici, mais vous voyez qu'il y a des endroits où il y a du rouge et il y a des endroits où il y a du noir. Vous avez peut-être quand même la taille de l'écran est assez redoutable, et peut-être voilà, je fais ça. Voilà, donc un effet très local avec que du rouge, le changement de police, et puis l'effet localisé ici. Et puis vous pouvez bien sûr jouer avec la mise en page. Donc dans les paramètres qu'on peut régler, il y a des paramètres de la page, comme le format du papier, des choses comme ça. Mais on peut aussi mettre à la main de l'espace vertical, horizontal, bouger des choses, mettre des choses en grille. Et ça, sens que c'est beaucoup plus parlant sur l'exemple. Donc là, si je regarde la mise en page, alors du coup on va regarder l'effet après, parce que sinon c'est vraiment écrit trop petit pour vous. Donc là on voit un exemple où je règle la taille du papier à 10 par 15. Je vais bouger, alors la fonction lorem, elle génère du lorem ipsum, donc du texte en faux latin, là. Et le texte généré, je vais le bouger de 2 cm dans la direction horizontale. Ensuite, je vais bouger verticalement de moins 2 cm, donc vers le haut du texte en bleu, mettre un peu d'espace, etc. Et qu'est-ce que ça donne quand je le regarde
dans mon navigateur, j'ai bougé mes différentes choses, de sorte que les trucs se marchent dessus, mais surtout, c'est l'occasion de voir la rapidité de Typest. Donc là, le texte bleu, je l'ai mis à DY égale moins 2 cm, et si je diminue ça, ou j'augmente ça, on voit le texte bouger, et là, donc j'utilise les commandes Vim pour ajouter 1 ou retirer 1 à un nombre qui est écrit, hein, mais le texte à droite, il bouge en temps réel. Et de même, si je tape du texte, où est-ce que j'ai le gros mot test en vert, là, ce test-là, si je veux rajouter des choses ici, vous voyez que quand je tape à gauche, l'effet à droite est immédiat, parce que d'abord, la compilation Typest est rapide, même si vous le prenez à froid sur un démarrage, mais surtout, elle est incrémentale, donc il recompile que ce qu'il a besoin de recompiler, et c'est ça qui fait cet effet temps réel. Alors, temps réel, je vous cache pas, quand vous avez 150 pages de notes de cours avec beaucoup de diagrammes commutatifs, le temps réel, vous commencez à le sentir passer un petit peu quand même, mais pour des ajustements de mise en page comme ça, c'est vrai que c'est un confort assez incroyable de bouger les trucs jusqu'à ce qu'on soit content de la mise en page. En fait, presque comme si on avait un logiciel WYSIWYG, parce qu'on peut bouger les paramètres à gauche et voir le truc en temps réel à droite, quoi. Donc voilà pour la mise en page, et donc vous pouvez... regardez juste quelle tête ça a de créer une grille. Donc là, j'ai une instruction grille, des colonnes, je lui dis qu'il y a une colonne de 20%, une colonne de 40% et une colonne débrouille-toi pour trouver la largeur. Ici, j'ai réglé la gouttière entre les deux colonnes. Donc 2 EM, c'est comme en CSS, hein, deux fois la largeur d'un M. Je mets du lorem ipsum, là, et puis à l'intérieur, là, ici, il y a une sous-grille avec ABCD, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce qu'elle devait être plus bas dans la page. Non, plus à droite, parce que là, du coup, j'ai tellement... Où est-ce que je l'ai mis? Ah non, je l'ai mis sur la page suivante, pardon. Donc voilà ma grille et ma sous-grille, il y avait un saut de ligne. Donc là, on voit qu'il y a mes 3 colonnes, et puis à l'intérieur de la 3e colonne, j'ai une petite sous-grille qui sont... voilà. Donc si vous avez fait, pareil, de la mise en page avec des grilles en CSS, c'est très familier. Ok, les références aussi en utilisation de niveau intermédiaire. Si je veux faire des références à différents chapitres du livre, alors ça demande quelques petits réglages. Il faut que je dise que les chapitres soient numérotés. Alors là, je demande une numérotation avec des chiffres arabes. Juste dire que c'est du français, c'est pour qu'il affiche bibliographie et pas bibliographie, hein, quelque chose comme ça. Je lui demande de mettre une table des matières. Mon premier chapitre, et là, le label, c'est chap basique, qui est entre crochets comme ça. Et puis ici, je fais une référence bibliographique, parce que pour sourcer des choses de façon vraiment objective, il faut avoir une bibliographie. Et puis ensuite, dans mon premier chapitre, je fais référence, mon second chapitre, je fais référence au premier, et j'inclus mon fichier de bibliographie. Le fichier de bibliographie, vous pouvez l'écrire au format bib comme vous avez l'habitude, reprendre votre fichier de bib de la tech, ou bien ils ont aussi un format YAML pour, si vous voulez, je sais pas pourquoi en fait, mais voilà, ils ont aussi ça. Et donc si on regarde ce que ça donne dans les références, et on voit que on obtient la table des matières avec la référence au chapitre 1 dans le chapitre 2, et puis le petit renvoi à 1 pour les informations objectives sur le sujet d'intérêt du jour. Et Kazé n'est pas là, c'est désolant ça. Lui qui aurait été content qu'on fasse référence à son objectivité. Alors on discute d'utilisation un peu plus avancée. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe sous le capot? Qu'est-ce que c'était que ces histoires de dièse 7, etc. En fait, secrètement, tout ce balisage à la Markdown ne fait qu'appeler des fonctions. Et quand je dis fonctions, c'est des fonctions au sens... c'est vraiment des fonctions au sens de la programmation, c'est pas de l'expansion de macro comme dans Tech, et c'est pas non plus des fonctions au sens de Python. Ce que j'appelle une fonction au sens de Python, c'est une fonction qui est autorisée à modifier ses arguments, par exemple. Là, c'est des fonctions, c'est plus des fonctions au sens de la programmation fonctionnelle. On leur donne une entrée, et ça renvoie une sortie sans mettre le bazar dans l'environnement, ni dans les arguments qu'on lui a donnés. Et donc en fait, quand j'ai écrit soulignement, là, underscore, insister, underscore, c'est du sucre syntaxique, c'est pour l'appel de la fonction env, comme emphasize,
mangeant le résultat de la fonction texte appliqué à la chaîne de caractères insistée. Et quand j'insistais beaucoup, c'était strong appliqué à texte appliqué à beaucoup. Et, oups, j'ai appuyé trop. Et je vais vous montrer ce que ça fait dans les fonctions prédéfinies. Voilà, en fait, le tout premier slide que j'ai montré, ce qui produit secrètement, c'est un appel à la fonction page, et avec comme argument un titre, heading, un appel à la fonction heading qui mange texte, un argument de profondeur qui est 1, ensuite il y a un appel à la fonction paragraphe, un appel à la fonction texte, et comme j'ai montré, etc. Et la fonction list, elle prend en argument ce que ressort la fonction list.item, etc. Donc, quand le parseur, comment on dit parseur en français ? L'analyseur syntaxique. Ouais, quand l'analyseur syntaxique lit le fichier types avec toutes les étoiles, les tirets pour les listes, etc., produit un arbre une syntaxe, ça derrière comme objet intermédiaire avant de compiler vraiment le document. Et au passage, je mentionne donc ce caractère dièse, là, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il bascule du mode normal, qui est le mode écrire du contenu, y compris avec ce balisage léger à la Markdown, vers le mode code, le mode exécuter un programme, appeler des fonctions, juste pour une instruction. Si on veut mettre plus d'instructions à la suite, on peut mettre des accolades. Et si vous êtes en mode code et que vous voulez revenir en mode normal, en mode contenu, c'est là qu'il y a ces crochets, les crochets. Voilà. Et donc si on regarde de nouveau le code qu'on regardait là, on voit qu'au tout début, là, il y a un dièse pour dire je vais passer en mode fonction et tout de suite une accolade, et c'est pour ça que tout le reste, c'est du mode code, quoi. Et il n'y a plus jamais de dièse nulle part, on fait que donner des arguments à des fonctions et l'opération d'addition des contenus. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez aussi définir vos fonctions à vous. Et par exemple, si ça peut être une fonction qui fait juste un tout petit peu de création de contenu, on a une fonction pour définir le volume d'une forme de contact en dimension 3, on prend un petit a et puis on écrit ça, a produit extérieur dA, et on voit que j'appelle ma variable a avec mon petit dièse pour retourner en mode code à l'intérieur du mode math, ici en l'occurrence, ou des choses un peu plus compliquées, mais j'espère vous convaincre qu'elles sont extrêmement lisibles. Donc là, je fais une fonction ma boîte, qui prend en argument le contenu que je veux mettre dans la boîte, et puis deux arguments qui ont des valeurs par défaut, un argument que j'ai appelé pad, qui va être un argument de padding, de marge, et un argument de niveau de pédagogie, qui vaut 1 par défaut. Et qu'est-ce qu'on renvoie comme boîte ? On renvoie, on aligne, on va centrer un rectangle dessiné en bleu, avec inset, c'est le mot qu'ils utilisent pour padding. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas repris le padding du HTML ou du CSS, mais si vous connaissez CSS, pensez padding. Et puis, comme contenu à l'intérieur du rectangle, j'écris important, et puis là, il y a une petite boucle. For n in range pédagogie, c'est-à-dire qu'on va répéter autant de fois que l'argument de niveau de pédagogie du truc, le contenu. Et voilà, alors bien sûr, on est déjà en utilisation avancée, hein, si vous n'êtes pas... Bon, je pense qu'ici, en fait, c'est avancé pour pas grand monde, mais disons, si vous voulez faire utiliser Types à des gens normaux, vous n'êtes pas obligé de leur montrer cette partie-là, mais si vous avez un tout petit peu de bagage en programmation, là, c'est vraiment c'est supposé être hyper lisible, même si vous ne connaissez pas ce langage-là, quoi. Oui, j'espère. En tout cas, c'est l'espoir des développeurs de Types. Et si je vais voir les fonctions, ce que ça fait, du coup, je vais peut-être revenir en mode... ici, j'ai appelé... Alors, c'est pas grave si on n'arrive pas à lire à droite. L'important, c'est de voir ce que ça fait quand j'ai appelé... Ou peut-être au contraire, je vais cacher le code. Donc là, j'ai appelé ma fonction volume en lui mettant alpha puis lambda successivement en argument. Et donc, on voit que ça a remplacé mon dièse A par alpha ou par lambda. Et surtout, là, j'ai ma boîte. Là, c'est la boîte appelée avec comme argument test et en gardant les valeurs par défaut. La deuxième, j'ai mis une valeur qui n'était pas la valeur par défaut pour le padding. Donc, on voit la deuxième. Là, c'est la ligne où je suis là. J'ai mis un pad 2EM pour la deuxième invocation de ma boîte. Et la troisième fois que j'ai invoqué ma boîte, j'ai demandé 3 de pédagogie. Et la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc,
dans la boîte, il y a écrit important, avec plus de pédagogie, avec plus de pédagogie, avec plus de pédagogie. Qu'est-ce que vous attendez? Et après, je ne sais plus ce que c'est dans le code, donc il faut que je revienne. Ah oui, vous pouvez faire une application partielle si vous en avez marre de toujours mettre pad 3EM partout. Là, ici, j'ai défini une fonction ma grande boîte, qui est juste ma boîte avec une nouvelle valeur par défaut pour l'argument pad, qui est assez sympa comme syntaxe. Même si évidemment, on peut toujours s'en passer, mais c'est sympa. C'est pour ça que le voyant grand, là, lui, il n'a pas d'argument de padding, et dans le résultat, il est quand même avec beaucoup de marge autour ici. OK. Et pour ceux qui aiment l'UA, vous pouvez retirer les parenthèses comme dans l'UA. Vous savez, dans l'UA, quand on appelle une fonction avec comme argument une chaîne de caractères ou un comment ça s'appelle le type pour tout de l'UA, là. Bon bref, on peut retirer les parenthèses. Ici, c'est pareil, quand je mets pas les parenthèses, j'écris juste ma boîte et puis crochet avec du contenu. Tout est passé. Il y a des fonctions anonymes. Bon, je le dis rapidement, c'est aussi pour quand vous le reprendrez, si ça vous intéresse, ou si vous revenez demain pour le workshop, vous pourrez explorer ça plus. Donc là, ce serait un lambda de Python ou une fonction anonyme de votre langage préféré, avec contenu va sur rectangle avec contenu. Ok, donc c'est ça que j'avais mis comme exemple. Et maintenant qu'on a vu tout ça sur les fonctions, on peut revenir sur, mais qu'est-ce que faisait set, et puis aussi parler de show, qu'on n'a pas encore expliqué. En fait, ce que fait la commande set, qu'on a vu plusieurs fois quand je changeais la couleur ou la taille du papier, c'est qu'en fait, elle modifie les arguments par défaut des fonctions prédéfinies dans types, soit donc de la fonction heading, de la fonction list, de la fonction text elle-même. Et donc quand j'écris setText field.red, là, ça veut dire que par défaut, à partir de cet endroit-là, et dans la portée courante, si éventuellement on avait une portée réduite, à chaque appel à texte, c'est comme si on avait écrit text field.red, c'est pour ça que le texte va devenir rouge. Donc ça permet déjà de faire un certain nombre de réglages. Donc malheureusement, ce gadget avec set, ça marche que pour les fonctions qui sont déjà prédéfinies dans Types, mais l'équipe réfléchit à rendre ça possible pour toutes les fonctions, y compris vos fonctions personnelles. Voilà. Pour les fonctions prédéfinies, si set ne suffit pas, parce que vous voulez faire plus que changer les valeurs par défaut des arguments, vous pouvez utiliser la directive show qui permet de redéfinir complètement une fonction qui était prédéfinie. Et ce que ça donne, c'est que... Comment je fais une autre ? Ouais. Vous avez des choses comme ça, donc ça on a déjà vu comment mettre le texte en bleu. Là ici, je vais modifier la fonction d'emphase. Donc, écrit quelque chose entre tiret de soulignement, donc ça va mettre en valeur, et par défaut, d'ailleurs la coloration syntaxique dans Vim là, le met en italique, par défaut ça va mettre le truc en italique, et on se souvient que cette syntaxe, en fait ça appelle une fonction qui s'appelle env, et on veut la modifier, et on va la modifier avec cette directive show. Donc là, ici, j'utilise une fonction anonyme, et le nom de l'argument, c'est it, mais c'est une convention sociale dans l'univers Types, comme quand vous avez une méthode en Python, le fait que le premier argument s'appelle self, c'est une convention sociale. Donc là, il s'appelle it, je sais pas pourquoi. Ouais, bon. Donc ici, ce que je fais, c'est que ce que va recevoir cette fonction anonyme, c'est ce que Types pensait être le résultat de env pour it, mais avant de le laisser retourner ça, on va mettre le texte en rouge. Et du coup, ce que ça va faire au niveau du rendu, c'est qu'on va avoir une nouvelle emphase rouge, parce qu'en fait, il aura juste mis le texte en rouge avant d'appliquer la fonction d'emphase. Mais si on veut faire encore plus radical que ça, on va dire que nous, finalement, cette histoire de texte en italique, c'est pas ce qu'on voulait. On peut aussi dépioter la mise en italique qu'il avait mis lui, en mettant juste it.body, donc peu importe les détails, mais ici je me suis débarrassé de la mise en italique, donc la coloration syntaxique de Vim s'en est pas rendu compte, elle me met quand même en italique le truc, mais ici dans le rendu, c'est plus en italique, c'est juste en rouge, et on peut tout modifier comme ça.
Alors maintenant, la question naturelle suivante, c'est comment on va réutiliser du code. Maintenant, on a été tellement enthousiaste, on a redéfini la façon dont tous les titres devaient s'afficher, on a fait des fonctions de boîte, on a pu savoir qu'en faire, et maintenant, on voudrait passer au document suivant et réutiliser tout ça. Alors, on pourrait écrire un paquet comme ce que j'ai vu qui se retrouve sur Types Universe, mais ça, je ne vais pas aborder ça dans cet exposé. Là, je dis simplement, on voudrait avoir un fichier, un patron, un template, qui permettent de réutiliser nos réglages. Et l'idée naïve, ce serait juste de faire un fichier template.type où dedans j'ai une directive setTextSize 3, j'ai écrit rem, mais c'est em qu'il fallait écrire. Donc fais le texte 3 fois plus gros, là, et puis dans le fichier principal, je l'importe avec la syntaxe, la commande dièse import, et je demande est-ce que c'est écrit gros, et la réponse c'est non, ça va pas être écrit gros. Donc si vous venez de LaTeX, vous dites bah oui, ça va être écrit gros, j'ai importé le truc, il a changé les réglages, mais imaginez si on fait ça, le chaos avec les imports multiples. Si moi j'importe plusieurs fichiers, il y en a un qui décide de changer la taille d'écriture en 3 EM, l'autre qui décide en 5 EM, et c'est comme ça que dans la documentation de certains paquets LaTeX, vous vous retrouvez avec, attention, ça il faut l'importer hyperref en dernier, parce qu'il modifie les trucs, des choses que vous avez importées avant, et donc en fait ils ont voulu complètement éviter ça, les imports n'ont pas d'effet de bord, les imports permettent de mettre dans la portée courante des fonctions qui sont définies là-dedans, mais rien d'autre. Et donc la vraie bonne idée, c'est de mettre dans le fichier template, définir une fonction, que là je l'ai appelée mon formatage, qui prend un argument du contenu et qui modifie la taille du texte et ensuite affiche le contenu qu'on lui a donné en argument. Et ensuite, quand vous voulez l'utiliser, vous l'importez, et la directive show 2 points, en fait, va prendre, quand on lui dit juste comme ça, show 2 points et un nom de fonction, ce que ça fait, c'est que ça prend tout le reste du document et ça le passe en argument à la fonction que vous avez spécifiée. Donc ça va donner ça. Je devrais dire aussi qu'à ce stade de l'exposé, je suis bien conscient que ça fait trop d'informations d'un coup, c'est juste pour avoir une idée de ce qui existe, et vous allez, et ensuite, si vous retournez à ça, vous aurez accès à l'info, quoi. Donc voilà, là j'importe tout ce qu'il y avait comme fonction dans demotemplate.type, et je fais ce show mon formatage, et ça marche. Donc on va regarder ce qu'il y a dans demotemplate. Et dans demotemplate, il y a la fonction que j'avais mis ici. Ok ? Alors, je crois qu'on était déjà en utilisation avancée, peut-être j'ai mis 2 fois le titre, encore plus avancé alors. Et ceci dit, là il y a encore moins de détails, c'était juste pour mentionner ce qui existait, parce que de toute façon je veux laisser du temps pour les questions à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette direction d'introspection ? On peut créer des fonctions qui se comportent différemment selon le contexte, qui sont, de ce point de vue-là, pas des fonctions pures. Tout à l'heure, j'ai dit c'est des vraies fonctions, on leur donne une entrée et c'est toujours la même sortie si vous lui donnez la même entrée. Ça, malheureusement, il y a quand même des cas où on veut s'échapper de ça, parce que par exemple, si on veut avoir accès au compteur, je sais pas, au numéro de section dans lequel on est, si on a une fonction qui prend du contenu et qui a besoin de savoir dans quel numéro, dans quel chapitre elle a été exécutée, il faut qu'elle ait accès à ces données. Mais dans ce cas-là, ces fonctions sont marquées comme ayant accès au contexte, et elles peuvent pas faire certaines choses. Il y a des règles un peu d'hygiène de ce que font les fonctions qui ont accès au contexte, et il y a un certain nombre de manipulations louches qu'on pourrait être tenté de faire, et qui sont juste interdites par le compilateur, en disant non, ça c'est une fonction qui accède au contexte de son exécution, donc elle a un certain nombre de choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Donc ça, clairement, c'est trop compliqué à expliquer en 50 minutes, je suis censé parler 45 minutes, mais en fait, je parle trop vite, mais vous posez aucune question aussi, c'est votre faute. Hein. Mais du coup, là, je pense qu'à la fin, on aura pas mal de temps pour les questions, c'est très bien. On peut donc interroger la structure du document. À l'intérieur de votre document types, vous pouvez avoir une fonction qui dit maintenant on va faire une boucle sur toutes les sections, ou une boucle sur toutes les listes, ou chercher des labels
d'énoncés ou de titres de chapitres. Vous pouvez aussi stocker des données personnalisées. Par exemple, moi j'écris des notes de cours avec ça, j'ai des exercices où j'ai la correction dans le fichier, j'ai une fonction exercice, et une fonction solution que je peux appeler à l'intérieur de ma fonction exercice, et dans le corps du poly, les solutions sont pas montrées, et à la fin du poly, il y a un chapitre avec solution des exercices, et les solutions des exercices, ça rappelle l'énoncé, ça écrit la correction, et à cet endroit-là, il y a les deux. Et l'énoncé est à un seul endroit dans le fichier, et la correction est à un seul endroit à côté de l'énoncé. Il n'y a pas de duplication ou de corrigé qui serait écrit 10 000 lignes après l'énoncé et qui va se désynchroniser ou des choses comme ça. Et simplement, je stocke dans un tableau une métadonnée interne au document, les exercices et leurs corrigés. Et selon que je les appelle dans le chapitre données exercices avec solution ou dans un chapitre normal, ça fait pas la même chose. On pourrait imaginer, je l'avais fait avec Plastech, le compilateur LaTeX en Python que je maintiens, je l'ai pas refait avec Typest, des choses du genre test de couverture. Par exemple, si je voulais dire chaque exercice, voilà quelles sont les notions qui sont couvertes par cet exercice, et avoir à la fin un récapitulatif en disant il n'y a pas d'exercice qui traite de tel théorème, il faut faire quelque chose. Donc je l'ai pas fait, mais c'est tout à fait envisageable de faire ce genre de choses. Voilà, et on peut aussi lire des données externes. Donc il y a un certain nombre de formats qui sont juste implémentés voilà, par Types. Donc si on a un fichier JSON avec des données à côté, on peut les lire avec un appel à la fonction JSON pour lire les données, et puis ensuite je vais faire une boucle sur les données, comme avec ma boucle pédagogique tout à l'heure, on peut faire une boucle sur les données JSON ou YAML ou CSV, etc. On peut aussi prendre des arguments dans la compilation. Là, depuis tout à l'heure, j'ai utilisé que la compilation directement depuis l'éditeur. Vous avez remarqué que j'étais en permanence, mon éditeur compile en permanence ce qui est écrit là. Donc c'est pour ça que si j'écris ici, c'est écrit très gros. À droite, on voit immédiatement c'est écrit très gros s'afficher, et caractère par caractère. Hein, si je fais j'appuie juste sur plus de touches. Voilà. Ça, c'est le mode prévisualisation en fait de Typest. C'est exécuté dans un navigateur web. Là, c'est Firefox à droite. Hein, et simplement, Firefox qui se connecte à un truc en local. On voit que ça commence par 127.0.0.1. Et il y a un petit serveur qui tourne et qui envoie ça. Mais ensuite, pour le rendu final, ce qu'on regardait ici, ça, c'est un fichier PDF. Et donc, entre les deux, alors je pourrais, depuis l'éditeur, appeler la compilation PDF, mais aussi je peux mettre, comme j'ai écrit là, en ligne de commande, j'ouvre mon terminal et j'écris types compile, mais ici, j'ai mis moins input solutions égale true, et là, ça va me donner, à l'intérieur de mon document types, je vais avoir accès à l'information que sur la ligne de commande, ça a été invoqué avec l'argument solutions égale true, et par exemple, ça va peut-être être le moment d'afficher les corrigés des exercices. Si vous avez une feuille de TD, avec, pareil, quand vous la compilez sans l'argument, vous avez les énoncés, quand vous compilez avec solutions égale true, vous avez les corrections qui sont affichées. Et il y a un point vraiment important, d'ailleurs c'est rigolo parce que les gens de Typest ont mis il y a une semaine ou quelque chose comme ça, un post de blog sur le blog des développeurs de Typest. Ça remplace vraiment très avantageusement l'idée d'écrire simplement du code Typest avec un moteur de template, moi je sais pas, avec Jinja 2 si vous aimez Python ou quelque chose comme ça, qui pourrait l'idée qu'on va avoir voilà, un script Python qui va écrire un fichier type qui ensuite sera compilé par type. Ça en fait dans la plupart des cas c'est une mauvaise idée, il vaut mieux mettre éventuellement le fichier Python, s'il faisait des calculs très compliqués, il faut lui faire sortir un fichier JSON ou un fichier YAML ou un truc comme ça, et après, pour tout ce qui est, je sais pas moi, un fichier en boucle dans une liste, ou si vous voulez faire, je sais pas, vous voulez faire un catalogue de quelque chose, les données du catalogue sont dans un fichier JSON ou un fichier CSV, mais ensuite, vous faites une boucle à l'intérieur de votre fichier types pour écrire le tableau, etc. Alors, là, on arrive en zone dangereuse, l'export HTML expérimental. Donc ça, c'est du code expérimental, donc ils insistent vraiment beaucoup qu'il ne faut pas l'utiliser, donc personne ne les écoute, c'est toujours comme ça quand il y a des trucs expérimentaux, alors c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment pas fini, donc par exemple, ça fait pas du tout de formule de maths en HTML, donc
et pour moi c'est difficilement utilisable, mais j'espère aussi que vous avez vu dans cet exposé que vous n'êtes pas obligé de faire des maths avec types, hein, c'est pas du tout limité à ça. Mais malgré tout, ça existe. Si vous mettez la variable d'environnement typesFuture égale HTML, et ensuite vous pouvez, types soudainement comprend la fonction target qui est ici, et la fonction html.div qui est là. Et vous voyez que j'ai créé une fonction maboîte, et cette fonction maboîte, alors au passage ça c'est la syntaxe pour dire c'est une fonction qui a besoin du contexte, elle a besoin de savoir si on est en train de créer un fichier HTML ou un fichier PDF. Et donc elle teste si Alors, pardon, j'aurais dû dire quand même d'abord que si je fais juste types compile, ou types C, c'est pour compile, moins format HTML, il va créer un fichier HTML. Si on avait le premier truc avec le balisage léger, je sais pas, le tout premier truc que j'avais là, ça va le créer, ça va le transformer en le HTML que vous imaginez avec un header deux headers, une liste, etc. Mais vous pouvez aussi si vous voulez personnaliser ce qui sort, vous pouvez faire ce que j'ai écrit là. Donc si le but de la compilation c'est HTML, on va créer un élément div HTML avec une classe maboîte, et puis à l'intérieur le contenu, et le contenu, ça peut être des choses avec du gras, de l'italique, tout ça, encodé en types, hein. Ensuite, l'export vers HTML, il est récursif, quoi. Il va descendre à l'intérieur de ce contenu pour faire le rendu de ce contenu en HTML. Et puis sinon, bon là je fais juste une boîte rectangulaire comme j'avais, et quand j'appelle ça sur Hello World, si je lui dis pas format HTML, il va me faire juste un rectangle avec marqué Hello World avec World en italique, et si je le fais en HTML, il va me le mettre dans une div, ma boîte, et je pense que je l'avais, bon enfin vous imaginez le rendu que ça fait, quoi. Donc c'est à la fois, par défaut, vous pouvez faire un fichier HTML, mais vous pouvez aussi contrôler très finement comment les différents éléments sont rendus en HTML, si vous voulez, quoi. Mettre autant de... On pourrait mixer ça avec le mécanisme de show rule que j'avais montré tout à l'heure. Vous pouvez dire, quand on a un titre de niveau 1, si le truc visé c'est HTML, on va faire complètement... autre chose que ce qu'on imagine, et puis si c'est PDF, on le laisse comme c'est. Et alors là, je montre pas du tout d'exemple, à la fois parce que je pensais que j'aurais pas le temps, ouais, c'est presque vrai en fait que j'ai pas le temps, et surtout parce que, pour être honnête, j'ai pas joué avec ça moi-même, mais vous pouvez aussi l'utiliser depuis un programme, pour l'intégrer à autre chose. Donc Types, c'est un logiciel écrit en Rust, donc bien sûr il y a un paquet de crates en fait, mais y compris un qui s'appelle Types as lib, qui, voilà, si vous avez un programme que vous écrivez en Rust et vous avez besoin d'appeler le compilateur de Types depuis ce programme, et de façon beaucoup plus flexible que juste faire un appel système à exécute le client Types, là on peut vraiment récupérer l'état intermédiaire du fichier, travailler dessus. Et il y a des bindings, au moins en Python aussi. Moi, j'ai jamais testé ces choses-là, mais ça existe, quoi. On peut récupérer l'état intermédiaire du document avant d'en faire un PDF si on veut, ou avant d'en faire autre chose si on veut. Par exemple, pour faire des statistiques sur le document, des choses comme ça. Alors pour conclure, ce que je voulais dire, il faut quand même que je mentionne les inconvénients, parce que là, moi, vous avez compris, j'aime bien Types, donc je vous ai plutôt fait de la pub pour Types, mais après j'ai mes défauts professionnels d'universitaire qui font que je me sens obligé de mentionner aussi les inconvénients, d'être un peu honnête avec vous. Il y a des inconvénients. Alors d'abord, si vous êtes universitaire comme moi, vous pouvez oublier pour la publication. Donc pour l'instant, il y a deux exemples anecdotiques, mais vous pouvez simplifier. Aucun journal universitaire ne prendra un fichier Types en entrée pour publier votre travail. Si vous êtes dans un domaine civilisé, ils prendront des fichiers texte, sinon ils vous demanderont un fichier doc, et voilà, vous pouvez pas publier vos découvertes écrites avec Types. Par contre, vous pouvez écrire vos feuilles de TD, vous pouvez écrire vos notes de cours, ça, il n'y a pas de problème, mais tout ce que vous ne voulez pas faire publier. Bien sûr, il y a moins d'aide en ligne que pour la tech. La tech, depuis la fin des années 80, on va dire, les gens posent des questions sur Internet à propos de la tech. Quand vous avez une question à propos de la tech, quelqu'un l'a déjà eu avant, vous cherchez dans un moteur de recherche, il y a une réponse. Évidemment, ça marche moins bien avec un logiciel qui a commencé en 2022. C'est évident, mais il faut le reconnaître. Il y a quelques aspects qui sont vraiment pas finis, donc l'export HTML, il est officiellement pas fini, il est officiellement super expérimental, mais des fois il y a des trucs
complètement aléatoires. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre un label sur un item de liste et pour y faire référence. Et il y a un ticket ouvert sur GitHub depuis au moins 1 an, mais je sais pas, c'est pas une priorité. Enfin, il y a des raisons aussi, ils sont en train de refaire certaines choses internes, mais voilà, quoi, ça, c'est... voilà, il y a quelques bizarreries comme ça, où on se dit, voilà, le truc, la peinture n'est pas encore sèche, mais c'est vraiment assez rare. Au niveau de la communauté, vous avez aussi quelques utilisateurs enthousiastes qui sont assez ridiculement agressifs, y compris par exemple des gens qui disent énormément de mal de la tech, d'une façon qui est vraiment pas... on a l'habitude, quand on est entre nous, de critiquer les logiciels Microsoft ou des choses comme ça, mais eux, ils critiquent pareil un logiciel qui est un pilier du logiciel libre depuis 40 ans, ça fait très bizarre. C'est vraiment... alors bien sûr, j'écris quelques utilisateurs, hein, c'est pas tout le monde. Il y a aussi quelques utilisateurs, et j'insiste, pas l'équipe de développeurs de Types, qui sont extrêmement agressifs dès qu'on parle d'utiliser Types ailleurs que dans l'application web propriétaire de Types. Je vous ai dit, l'équipe de Types vend aussi quelque chose, et vend pour ceux qui connaissent Overleaf, ils vendent un genre de Overleaf pour écrire du Types, et donc moi je vous en ai pas parlé parce que c'est pas le thème du week-end, et puis moi ça m'intéresse pas du tout à titre professionnel, de toute façon je suis pas capable d'écrire ailleurs que dans VI, donc je pourrais pas, comme je peux pas utiliser Overleaf, mais voilà, du coup quand on mentionne qu'on peut utiliser Types dans NeoVim, il y a des utilisateurs zélés qui disent que mais vous allez ruiner l'équipe de Types en utilisant NeoVim. Donc voilà, il faut être prêt psychologiquement à les rencontrer si vous allez à la rencontre de la communauté, mais c'est pas... Au début, ça m'a fait vraiment bizarre, mais moi, je me suis habitué et ça va. Hein. Donc, du coup, le bilan entre les avantages et les inconvénients, pour moi, c'est très clair. Il faut essayer dès maintenant. Je dis pas attendez 2 ans que ce soit mieux. Voilà, il y a vraiment le gros blocage, c'est si vous voulez publier dans un journal, mais si vous n'êtes pas universitaire, chercheur ou que ça vous concerne pas, on s'en fout. Et le reste, c'est vraiment anecdotique. Donc comment démarrer? Il y a un guide d'installation et du coup, pour l'installer avec le LSP, il y a un site officiel qui est joli, c'est pareil, il faut un peu... faut y aller dans le bon état d'esprit, il y a un peu un mur de langage un peu corporate au début qui m'a fait renoncer plusieurs fois à utiliser Types avant que je réussisse à franchir cette barrière, mais voilà. Mais il y a d'autres projets que j'adore qui ont le même problème, donc c'est difficile à éviter de nos jours. Il y a un forum, il y a un serveur Discord, donc là j'ai mis pas content parce que voilà, c'est Discord, mais d'un autre côté c'est hyper commode, c'est-à-dire si vous avez une question sur Types, vous allez sur ce serveur Discord, mais 30 secondes après vous avez une réponse, quoi. Et ça c'est vraiment, il y a des gens qui ne dorment jamais et qui sont tout le temps sur ce serveur et qui vous répondent tout le temps. Vous pouvez contribuer en donnant des sous via le système de sponsoring de GitHub ou en payant l'application propriétaire si vous voulez, mais voilà, en donnant des sous ou en contribuant, le code est sur GitHub. Et surtout, vous pouvez venir demain à 14h en salle B308, on aura un workshop de 2 heures où j'essaierai de vous aider à installer Types, à jouer avec les exemples qu'on a fait que j'ai montré dans l'exposé si vous voulez jouer, mais aussi à essayer d'écrire votre premier document Types si vous voulez. Et il y a vraiment, il n'y a pas plus de structure que ça. C'est pas la peine d'espérer avoir la suite de l'exposé demain. C'est le format workshop. Vous venez avec un ordinateur portable et on essaye de faire du Types ensemble. Et à vrai dire, si vous êtes aussi nombreux que ça, j'ai un problème. Mais si vous êtes venu là parce que vous êtes déjà enthousiaste pour Types, vous n'avez rien appris pendant mon exposé, et ben revenez demain après-midi m'aider à faire découvrir Types à d'autres gens. Voilà. Donc là, j'arrête de parler et je prends vos questions. Oui, je crois que c'est d'abord là que ça fait... Moi, j'ai découvert Types il y a une semaine en un programme et j'ai trouvé ça super. Mais en fait, il y a un mois, j'ai commencé à taper des trucs sur la tech. Ouais. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un moyen de convertir ce que j'ai fait
Alors la question c'est est-ce qu'il y a des... C'est ce que j'ai fait pour pouvoir le retravailler en TypeScript. Ouais, est-ce qu'il y a des convertisseurs de LaTeX vers TypeScript? Donc la réponse, dès qu'il y a le mot convertisseur et texte dans la même phrase, c'est toujours la même, hein, donc c'est Pandoc. Donc Pandoc peut essayer de faire ça pour vous. Le résultat est pas fantastique, il faut le retravailler derrière, mais c'est un bon point de départ. Si vous débutez, je vous conseille quand même plutôt, c'est quand même nettement plus rigolo de créer un nouveau document à zéro que de traduire 100 pages de LaTeX en TypeScript, ça va juste être frustrant. S'il y a moyen, alors si vous n'avez pas trop de volume de LaTeX à traduire, pourquoi pas. Et donc là, clairement, demain, on peut faire ça ensemble, d'essayer de traduire votre document LaTeX et de réparer les petits problèmes qu'il y aura. Les petits problèmes, genre, plutôt que ça marche, mais ça fait des trucs un peu moches, quoi. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'utilise un maximum l'Unicode dans mon code source, quand il y avait des lettres grecques ou quand il y avait des choses comme ça, parce que j'ai un clavier avec pas mal de touches, donc je peux mettre toutes ces lettres grecques, puisque j'ai 36 touches, c'est quand même beaucoup plus que le nombre de lettres dans l'alphabet latin. Mais vous pouvez aussi l'écrire avec, je sais pas, A, L, P, H, A, à la place de l'Unicode alpha, et Pandoc, il écrit A, L, P, H, A au lieu d'écrire alpha. Ouais, d'autres questions? Oui. Ouais. Alors moi, je viens de LibreOffice Impress parce que j'ai beaucoup de partager avec beaucoup d'images dedans. Je suis photographisme. Deux choses. Le premier plus simple, peut-être que c'est dans les slides, mais j'ai pas vu, ça allait peut-être aller trop vite. Les variables spécifiques au document entier pour faire des headers avec toujours le même titre en haut du header. Ouais. Et est-ce qu'il y a une fonction déjà établie pour mettre une pagination sur les slides? La pagination pour les slides. Les slides, en fait... Oui, ils sont en bas, je l'ai vu, c'est tout petit et marqué 35 sur 35. Ouais, mais là, ça, c'est parce que c'est le thème que j'utilise pour Twing. Et pour les slides, tiens, je peux vous montrer vraiment très vite le fichier d'exposé. On voit que les différents slides, c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a un titre de niveau 2, ici, ça crée un nouveau slide. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça de faire un exposé. Et on voit, là, il y a un DS pause pour faire une pause dans le slide, et c'est tout, quoi. Ça ressemble à ça. Ok. La deuxième question, c'est du coup, pour mettre une image, j'ai vu qu'il y avait il fallait référencer l'image qui était dans un dossier sur l'ordinateur. Ouais. Il n'y a que ça comme option pour avoir une image dans un document, ou peut-être... parce que moi, quand je suis à fond sur faire des slides, je fais copier-coller depuis mon logiciel de graphisme et je balance dans Impress. Et Impress, il enregistre l'image à l'intérieur du document. Ouais, la question, c'est est-ce qu'on peut faire du copier-coller d'une image vers le source TypeScript? Je crois qu'il y a des gadgets qui font ça. Mais je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais je crois qu'il y a des bouts de ça. J'ai jamais utilisé, j'aurais peur de dire des bêtises. Comme l'encodage base... Ouais, en base 64, un truc comme ça, ouais. On peut faire sur du HTML Ouais. Non, l'image dans le texte. Mais c'est aussi, ou sinon, je sais pas si on peut faire un truc avec une URL d'image, je sais pas. J'aurais dû prévenir, enfin, je l'ai dit au début, que je suis pas ni un développeur TypeScript, ni un vrai expert, donc j'ai pas toutes les réponses. Ouais. Concernant les images aussi, par exemple les SVG c'est des codes, est-ce qu'on peut les mettre directement dedans ou faire un fichier externe? Je ne sais pas. Le fichier externe, ça marche. Alors, il y a un panneau, mais j'arrive pas à lire parce que... Répétez les questions. Répétez. Pardon, la question, c'est est-ce qu'on peut mettre du code SVG avec des balises SVG directement dans le source TypeScript? Et la réponse, c'est je ne sais pas. Oui. Alors, plus au niveau de la communauté, as-tu une idée de la popularité de TypeScript géographique? J'imagine que la communauté est essentiellement allemande, du coup, puisque ça a démarré en Allemagne. Est-ce que tu sais si ça a aussi un certain succès en France? Alors, la question, c'est la distribution géographique de la communauté. Il n'y a pas que des Allemands. Je trouve qu'il y a beaucoup de Chinois, et je ne sais pas pourquoi. Il y a des Français aussi.
Non, je crois que c'est... et ça, la communauté monte vraiment... Là, il y a quelques temps, ils étaient très contents parce que GitHub là, les avait classés deuxième langage qui monte le plus vite de GitHub ou quelque chose comme ça. Donc, non, le nombre d'utilisateurs, je pense, est en train d'exploser. Oui. Ouais. On en est où sur le respect des règles typographiques françaises sur les documents qui sont générés? Alors, je sais que sur la deck, il y a il y a de quoi pour faire vraiment quelque chose de vachement propre. Je me demandais. D'accord. La question, c'est sur les respects de la typographie. Je suis pas très sûr non plus. Pourtant, j'aime bien. En tout cas, ça me choque pas quand je le vois, alors que par rapport à un être humain normal, je suis un nazi de la typographie, mais par rapport à là, en étant au Capitole du Livre, je ne dirais pas ça. Donc, je suis pas sûr. Donc ouais. Je me prononce pas. Il faut regarder, il faut essayer. Oui. Oui. Sur la diffusion des typistes en France, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de paquets de templates, de rapports techniques ou de thèses de plein d'universités et d'écoles d'ingé françaises sur Typist Universe. Donc à mon avis, ça a quand même bien pris chez les étudiants français. C'est vrai, on me fait remarquer qu'une façon de mesurer la propagation du truc, c'est quand les gens mettent sur Typist Universe, donc le dépôt de paquets, des paquets pour faire, je sais pas, un rapport de stage au format de l'université machin, ou un mémoire de thèse au format de l'université truc, et effectivement, on en voit d'un peu partout, y compris en France, dans le... Donc ouais, non, ça se diffuse. Et en fait, j'arrive pas à lire vos pancartes parce qu'il fait noir et je suis vieux. C'est fini, c'est ça qui a écrit. Elle me brandit des pancartes, mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Ok, donc c'est fini. Merci.